Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je voudrais tout d'abord, en commençant, remercier particulièrement la Société des Amis du Louvre pour cette invitation à vous faire part de recherches passées, mais aussi de recherches en cours sur ce château de la Punt. Donc la présentation va être répartie entre donc une ouverture par moi-même et ensuite donc une présentation par Monsieur Gattier, qui est donc l'architecte en chef responsable de la restauration. Pour ma part, donc, je vais vous faire évidemment une petite introduction générale nécessaire, je pense, pour comprendre ce dont nous allons vous parler, mais je vais me concentrer plus précisément sur la question du rapport de ce château avec l'histoire et avec la notion, je devrais dire quasiment, d'histoire. Alors, ce château de la Punt qui nous préoccupe, vous l'avez déjà vu il y a un instant dans le film d'introduction, est donc un édifice important qui est situé vraiment à proximité immédiate d'Ajaccio. Vous voyez le centre, vous voyez sur le... Oui, c'est bon. Donc vous voyez le centre d'Ajaccio ici. Le château se trouve donc sur le mont Pozzo di Borg, ici sur une ligne de crête, d'ailleurs, il faut le dire, de ce château. Et Pierre-Antoine, je pense, reviendra tout à l'heure plus longuement sur la question du rapport du château avec le paysage. Et vous avez un détail ici, donc, de ce château et à droite, une vue aérienne qui vous rappelle un petit peu ce contexte. Nous sommes donc à la fois très proches d'Ajaccio, c'est 5 km, un peu moins de 5 km à vol d'oiseau, mais par contre c'est beaucoup plus long quand on veut aller d'un point à l'autre, comptons une bonne demi-heure de voiture depuis le centre d'Ajaccio lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage. Pourquoi ? Parce que le château est à la fois proche, je dirais, visuellement d'un certain point de vue, mais éloigné à cause du caractère montagneux du site dans lequel il se trouve, puisqu'il y a quasiment presque 600 mètres, je crois, de dénivelé entre Ajaccio et le château. Ce château, donc, il est connu depuis très longtemps pour être un château de la fin du XIXe siècle, œuvre donc commanditée par l'une des plus importantes familles de Corse, la famille Pozzo di Borg, et ce château est connu depuis longtemps parce que, pour les historiens de l'architecture, il était une sorte de souvenir d'un palais très important disparu, le palais des Tuileries. Et en effet, le château est reconstruit à partir de fragments de ce palais des Tuileries. Alors, il faut dire un petit mot rapide d'historique pour comprendre ce dont on parle. Tout d'abord, évidemment, quelques mots sur ce palais des Tuileries. Donc, vous avez ici une photographie avant sa destruction en 1871. Donc, vous reconnaissez le jardin des Tuileries au premier plan, le pavillon de Marsan qui existe toujours mais qui a été reconstruit après l'incendie, et le pavillon de Flore, ici à droite, qui était déjà dans l'état où nous pouvons le voir aujourd'hui, à l'exception évidemment de la façade en retour sur les jardins qui a été rajoutée après la destruction de ce très long édifice qui faisait donc une façade de développer plus de 320 mètres de long sur le jardin des Tuileries. C'est un palais qui a une importance exceptionnelle jusqu'à sa disparition en 1871, à la fois par son architecture, mais aussi comme lieu important, lieu de mémoire, pourrait-on dire, de l'histoire de France. Alors, du point de vue de la construction, je fais des choses extrêmement rapides, mais il faut avoir quelques petites dates clés à l'esprit. Donc, du point de vue de la construction, le château a deux grands promoteurs, si je puis dire. La première commanditaire, c'est Catherine de Médicis, c'est elle qui décide de la construction de cet édifice, à peu près à 500 mètres à l'ouest du Louvre, dans un contexte qui est à l'époque, ça peut nous surprendre aujourd'hui, mais qui est à l'époque dans un milieu encore tout à fait périurbain. Nous ne sommes pas du tout dans le centre-ville, nous sommes dans un faubourg, et le palais des Tuileries et sa création est un geste extrêmement fort qui amorce en quelque sorte le grand déplacement de la capitale vers l'ouest, puisque c'est un mouvement bien connu de développement de Paris. La ville se développe plus vers l'ouest que vers l'est. Et donc, ce palais, voulu par Catherine de Médicis, est un palais qui reste en réalité en grande partie inachevé. Il est entrepris en 1564, la reine meurt en 1589. À la date de sa mort, elle n'a aucun espace occupable dans le palais. En fait, la vision que vous avez ici est celle du palais, non pas à la mort de Catherine, mais à la mort du roi Henri IV. Du temps de Catherine, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre, pas de plancher dans la plupart des espaces. Donc nous sommes sur une grande coquille vide qui a été confiée à deux architectes. Le premier, Philibert Delorme, donc qui travaille
des origines du chantier en 1564 jusqu'à sa mort en 1570. Il est l'auteur de la partie centrale, ici, du palais, à l'exception des parties hautes du pavillon. Et puis, donc, il y a un second architecte qui intervient après la mort de Delorme, qui est Jean Bulan, et il construit le pavillon que vous voyez là. Les deux images que vous avez en haut et en bas sont à la même échelle, mais ne vous montrent évidemment que la partie centrale du palais, celle qui en fait va retenir notre attention parce que c'est celle qui pose des questions par rapport à la Punt. Le deuxième grand bâtisseur des Tuileries, c'est Louis XIV, et c'est son architecte Louis Le Vau. Louis Le Vau va non seulement étendre les Tuileries jusqu'aux 320 mètres dont je vous parlais il y a un instant, mais par ailleurs, il va très considérablement remodeler le palais de Catherine de Médicis. Toutes les parties que vous voyez en vert ici sont l'œuvre de Louis Le Vau pour Louis XIV. Donc vous voyez que déjà, au milieu du XVIIe siècle, après la campagne qui s'achève pour le gros œuvre en 1664, il n'y a plus grand-chose du palais de la Renaissance qui subsiste. Après ces deux phases de construction, le palais va connaître beaucoup de transformations intérieures, mais il n'y aura plus d'évolution très décisive à l'extérieur avant la période du Second Empire, qui fait quelques modifications assez annexes. En revanche, le palais joue évidemment un rôle de premier plan, puisque donc, ce palais a servi à Louis XIV lors de ses derniers séjours parisiens. Donc, il passe sa dernière nuit à Paris, aux Tuileries, en 1671. Ensuite, il y a une période d'éclipse, puisque la monarchie est à Versailles. Mais avec la Révolution française, le palais des Tuileries redevient le siège du gouvernement et quasiment de tous les gouvernements, à part quelques très brefs intermèdes, entre 1789 et 1871. Donc c'est vraiment le siège du pouvoir, et cela explique en partie sa destruction lors des troubles de la Commune. Donc ce sont les communards qui vont incendier ce palais lors de leur défaite pendant la semaine sanglante en mai 1871. Alors, j'en profite juste pour faire une toute petite incise ici. On dit souvent que le palais des Tuileries est entièrement détruit. C'est quand même un peu faux, parce qu'en fait, le palais des Tuileries, il y a de vastes morceaux qui subsistent, mais aujourd'hui, on ne les perçoit plus comme étant des morceaux de ce palais des Tuileries. Il faut se rappeler en effet que le palais des Tuileries allait administrativement au moins jusqu'à la grille du Carrousel ici, ce qui implique que toute l'aile ici, nord, côté Rivoli, et l'aile ici, sont toujours les ailes des Tuileries, et donc on peut les voir aujourd'hui. Il reste finalement des morceaux du palais des Tuileries. Et d'un point de vue de répartition entre architectes, lorsqu'il y avait deux architectes différents, ce qui n'était pas toujours le cas, l'architecte des Tuileries était considéré comme compétent jusqu'à la moitié de la Grande Galerie. Donc en fait, il reste quand même des morceaux significatifs de ce palais des Tuileries, mais aujourd'hui, on a perdu cette logique, et au fond, tout ça est considéré comme faisant partie du Louvre, ce qui n'était pas le cas avant la destruction du palais. La démolition du palais est décidée après bien des atermoiements en 1882. Elle est confiée à un entrepreneur, et cet entrepreneur, pour rentabiliser l'opération, va vendre tout ce qu'il peut vendre et récupérer sur le chantier, d'où une extraordinaire, si je puis dire, diaspora des éléments du palais des Tuileries qu'on retrouve aussi bien en France, un peu partout, mais aussi on en trouve en Allemagne, et on en trouve même probablement en Amérique du Sud. Donc il y a une dispersion des éléments qui est très importante, mais le lot le plus important, le plus notable en volume, va être donc acheté par la famille Pozzo di Borgo pour édifier ce château de la Punt, et je pense que donc Pierre-Antoine reviendra plus longuement sur le détail de cette construction très complexe qui a aujourd'hui un impact sur l'état du château. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, donc, les fragments sont achetés en 1883. Le site, en fait, est à ce moment-là en cours d'aménagement parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire, notamment pour permettre l'accès à cette partie de la montagne. Et le remontage des fragments des Tuileries va débuter en 1888 et le gros œuvre, lui, va être terminé en 1891. Donc voilà pour un petit parcours rapide, je pense, des éléments chronologiques que vous avez besoin d'avoir à l'esprit pour comprendre maintenant ce que vous allez voir et ce que nous allons regarder. Disons-le tout de suite, je fais un peu d'autobiographie,
lorsque je suis intervenu à la demande de Pierre-Antoine Gattier pour essayer de comprendre un petit peu ce qui venait des Tuileries sur ce palais, sur ce château de la Punte, pardon, ce qui m'intéressait, c'était bien uniquement cette question, de me dire, bon, ben, voilà, en quoi est-ce que ça évoque ce palais parisien? Et je dois dire que ce qui me paraît aujourd'hui tout à fait passionnant, évidemment, il y a cet impact des Tuileries, nous allons en reparler, mais c'est que le château de la Punte a un rapport à la notion d'histoire qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que cette simple question du déplacement, remontage des fragments des Tuileries. Et c'est un peu ce que je voudrais essayer de vous expliquer lors de cette communication. Alors, premier point, effectivement, ça n'est pas contestable, il y a énormément de morceaux des Tuileries qui sont présents dans ce château, mais il convient de rappeler quand même que ce château n'est pas la stricte reconstruction d'un pavillon qu'on aurait démonté à Paris pour le remonter en Corse. Et cela, vous le comprenez très très bien lorsque vous regardez la façade sud, qui est la façade qui est censée être la plus proche du palais détruit des Tuileries, puisque cette façade sud est en grande partie constituée de fragments en rapport avec le pavillon de Jean Bulan, donc cet architecte qui a travaillé pour Catherine de Médicis entre 1570 et 1578. Mais la comparaison entre la façade remontée à la Punte et le palais disparu permet immédiatement de voir des différences importantes. Alors il y a des différences dans le traitement de l'angle. Il y a des différences également dans le rythme des travées, parce qu'aux Tuileries, il y avait une alternance entre des travées larges, percées de fenêtres, et des travées plus courtes, plus étroites, pardon, qui étaient à l'origine ornées de niches, parfois converties en fenêtres au fil de l'histoire du palais. Et le rythme a été totalement uniformisé pour permettre une nouvelle architecture composée uniquement de très grandes baies, qui posent d'ailleurs des questions dans la distribution intérieure, comme vous le verrez tout à l'heure avec Pierre-Antoine Gattier. Donc, on n'est pas dans une simple reconstruction des Tuileries, il y a déjà un réaménagement en fonction des besoins et des objectifs de la famille Pozzo di Borgo. Si on fait une rapide comparaison d'ailleurs entre les deux façades, on constate, donc ça c'est la Punte en haut et en bas ce sont les Tuileries, qu'en réalité la façade du pavillon et les façades du château de la Punte n'ont pas exactement la même longueur, c'est un peu plus long à la Punte, et donc ça témoigne d'un véritable travail de recomposition, recréation à partir du palais d'origine. Alors, ce travail de recomposition et de recréation est également très important sur les façades latérales, puisque, à l'origine, dans le château des Tuileries, il n'y avait pas de façade latérale, dans la mesure où le pavillon de Jean Bulan était pris d'un côté entre les constructions de Delorme et de l'autre entre des extensions qui permettaient de le relier au pavillon de Flore. Donc, sur ces façades, tout était à créer. Et ici, vous avez donc une des façades latérales du château de la Punte. Et ce qu'on constate, c'est que pour créer ces façades latérales, l'architecte, donc monsieur Vincent, qui a travaillé pour les Pozzo di Borgo, a effectué un travail de collage, c'est-à-dire qu'il est allé chercher un autre morceau des Tuileries que le pavillon de Jean Bulan. Il est allé chercher des éléments du palais des Tuileries sur cour. Et il est allé chercher cette fois des éléments qui proviennent de l'architecture de Philibert Delorme. Donc vous avez ici une photographie qui vous montre donc la disposition en place aux Tuileries après l'incendie. Donc le pavillon devient un mélange, ce n'est pas juste le pavillon de Jean Bulan pour Catherine de Médicis, c'est un pavillon avec des éléments de Jean Bulan et des éléments de Philibert Delorme. Et vous allez voir que la part créative devient encore plus importante lorsqu'on tourne et qu'on se dirige vers la façade nord, qui est la façade d'entrée, car dans cette façade, il y a des éléments qui ne proviennent absolument pas des Tuileries. Et donc, il y a un véritable travail de création où on va chercher d'autres références pour compléter les éléments des Tuileries dont on dispose. Une fois de plus, donc, on décide de reprendre des fragments de la façade de Philibert Delorme au rez-de-chaussée sur cour. Pour le premier étage, on va aller chercher des éléments du pavillon de Jean Bulan sur la cour. Alors, explication à partir de la photo que vous avez ici à gauche. Nous sommes côté cour
palais des Tuileries après l'incendie. Ça, c'est la limite de la partie de l'Orme. Et ici, vous avez la première travée du pavillon de Jean Bulan, côté cour. Donc vous voyez qu'on a collé sur le rez-de-chaussée de Delorme le premier étage du pavillon de Bulan. Donc il y a une espèce de mix, de mélange de références qui est assez passionnant. Et d'autre part, on a fait ça, mais en même temps, on n'a pas complètement respecté Delorme, parce que sur le pavillon de Jean Bulan, il y avait un système avec des pilastres jumelés encadrant une niche. Sauf que ça n'existait pas sur la partie de Delorme. Et donc on est allé mettre un système avec des pilastres jumelés et des niches que Delorme n'a jamais imaginé. Donc il y a un véritable travail de copier-créer, je dirais, pour reprendre le titre d'une très très belle exposition qui a eu lieu il y a quelque temps, enfin je crois une vingtaine d'années déjà maintenant, ici au Louvre. Et ce copier-créer, il va aller chercher dans d'autres références dans le palais. Parce que ce jeu des niches à rez-de-chaussée, l'architecte Hector Lefuel l'avait déjà imaginé lorsqu'il a entrepris de bâtir l'aile nord du palais des Tuileries, c'est-à-dire l'aile où se trouve actuellement le musée des arts décoratifs. Et vous voyez que le système de pilastres jumelés, de niches avec des grandes clés et de tables, on le trouve déjà chez Hector Lefuel et on va le retrouver transposé à la Punt. Donc la Punt, c'est aussi un excellent exemple de l'influence du Grand Palais 19e du Louvre, qui est quasiment contemporain. Cette aile-là, Lefuel va l'achever après l'incendie. Donc en 1880, Lefuel est encore en train de construire ça. Et au même moment, on élabore, enfin Vincent élabore pour la Punta ce projet pour les Pozzo di Borgo. Autre exemple, la question du fronton central. Ici, ce fronton central est copié d'un autre morceau du Louvre. Il s'agit de la petite galerie de Louis Le Vau sur la Seine. Le fronton que vous avez ici est donc une création moderne du XIXe siècle, d'après une autre création pour le Louvre. La comparaison entre les deux frontons, je crois, est tout à fait éloquente. On retrouve la même idée d'une figure de renommée avec sa trompette au centre, les termes engainés de part et d'autre. Il n'y a pas de doute sur le modèle. Et ce qui est assez curieux ici, c'est qu'en fait, ce modèle est une création du XIXe siècle au Louvre lors d'une restauration d'un édifice du règne de Louis XIV. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de millefeuille très complexe dans ce château de la Punt. Il y a des éléments authentiques mélangés, des éléments donc créés à partir d'exemples du XIXe siècle et des éléments créés à partir d'éléments du XIXe siècle qui eux-mêmes sont des restaurations pour compléter au Louvre des éléments des siècles antérieurs. Donc on a une sorte de millefeuille comme ça de références et on est vraiment, je pense, sur une démonstration du caractère historiciste de ce XIXe siècle qui est obsédé par le regard sur l'histoire et la création passe par l'observation et par la reprise de motifs historiques. Alors, ce point est vrai aussi pour la question de l'escalier, qui s'inspire très clairement, donc création pour la Punt, mais qui s'inspire d'un escalier en fer à cheval de taille plus petite qui existait aux Tuileries. Alors, au total, dans ce bilan, il faut dire que les fragments des Tuileries sont finalement moins nombreux que ce que nous pensions avant d'entreprendre l'étude. Et sur ce point, je dois dire que les conclusions auxquelles que vous voyez ici sont le fruit de mes propres observations sur les vestiges des Tuileries, mais aussi de l'œil très attentif de Lise Leroux, ingénieure au laboratoire de recherche des monuments historiques, qui a fait une identification des pierres. Et donc ici, tout ce qui est en couleur vient des Tuileries, mais tout ce qui n'est pas en couleur, c'est une création moderne, soit à partir de modèles des Tuileries, soit une création strictement contemporaine. Donc, le bilan, dans un premier temps, peut paraître un peu décevant. Il y a moins de Tuileries sur les façades de la Punt que ce qu'on pourrait penser. La Punt est vraiment un monument nourri de l'architecture des Tuileries, mais aussi du Louvre du XIXe siècle. Alors, il n'en reste pas moins, évidemment, que les fragments en place sont tout à fait remarquables. Je vous propose quelques observations rapides pour le comprendre. Donc, nous avons tout d'abord ces exceptionnelles colonnes qui proviennent du pavillon de Jean Bulan sur la façade sud du château. Ces colonnes sont, je dirais, des objets presque iconiques pour les historiens de l'architecture, puisqu'il s'agit
du premier emploi, enfin d'un des tout premiers emplois dans l'architecture de la Renaissance française, de cet ordre ionique avec ces chapiteaux qui sont si difficiles à dessiner à cause de leur volute qui exige un tracé géométrique complexe. Également, ces colonnes sont tout à fait exceptionnelles par le rapport à la végétalisation. Nous sommes dans une architecture où on introduit des éléments végétaux, et en particulier, donc, il y a cette idée magnifique de Jean Bulan que l'on ne peut voir aujourd'hui dans toute sa splendeur que dans les colonnes remontées de la Punt, à savoir cette idée d'insérer dans les cannelures des colonnes, des sortes de soliflores, si je puis dire, donc de longs canaux d'où émergent des éléments de feuillage. Et ces éléments de feuillage semblent courir, se couper, s'interrompre le long des cannelures, et ils se transforment en partie haute, en emblème à la gloire de la reine Catherine de Médicis, avec des C entrelacés, que vous voyez par exemple, enfin, que vous devinez peut-être ici sur les parties hautes. Donc, un conservatoire d'éléments architecturaux d'une qualité exceptionnelle et extrêmement novateur dans l'histoire de l'architecture française. Alors, l'étude de la Punt permet aussi de reposer des questions sur ce qu'on comprend des Tuileries. Et sur ce sujet, je voudrais vous parler de la question des fenêtres du rez-de-chaussée ici, des Tuileries. Alors, vous voyez qu'au moment dans les dernières années qui précèdent l'incendie, il y a des fenêtres sur toutes les travées du rez-de-chaussée. On sait que du temps de Catherine de Médicis, ça n'était pas le cas, et que donc c'est l'architecte Louis Levaux qui a percé en fait toutes les travées, alors qu'au départ, il y avait une alternance entre des travées pleines et des travées ouvertes par des fenêtres. Donc on savait que Louis Levaux était intervenu dans cette partie, mais on ne savait pas très bien ni comment ni quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est donc que nous avions des photos de détail des frises au-dessus de ces fenêtres, et vous voyez que sur certaines de ces frises, il est assez manifeste que les ornements ne dataient pas du temps de Catherine de Médicis, mais du temps de Louis XIV. On reconnaît en particulier le soleil, par exemple, ici. Et pendant très longtemps, je m'étais demandé, mais où se trouvaient ces éléments et quelle était la répartition entre les éléments qui comportent l'emblématique de Catherine de Médicis et ces éléments sculptés du temps de Louis XIV. Et grâce au château de la Punt, on a des embryons de réponse, puisque cette fenêtre, vous le voyez ici, a été réutilisée pour former l'avant-corps de cette façade nord du château de la Punt dont je vous parlais il y a un instant. Et il se trouve, alors, autre image de comparaison, en bas, les frises de Catherine de Médicis, en haut, les frises de Louis XIV. Vous voyez que ce n'est pas du tout quand même la même chose, ça pose des questions sur l'évolution de ce chantier des Tuileries. Et grâce au fond de la famille Pozzo-di-Borg, eh bien, on peut identifier la fenêtre d'où vient l'entablement que je vous ai montré tout à l'heure, et découvrir que c'est une fenêtre qui se trouve donc sur la moitié droite de ce palais des Tuileries. Cela implique probablement que c'est dans cette partie-là que Louis Levaux est intervenu peut-être d'une manière plus importante que ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Donc au fond, l'observation de la Punt, par ricochet, ça permet de se poser de nouvelles questions sur l'histoire architecturale du palais parisien disparu. Dernier point, la conservation matérielle de ces vestiges permet aussi d'avoir des observations extrêmement fines sur des éléments qui relèvent de l'histoire du palais parisien disparu. Par exemple, ici vous le voyez, sur ces consoles de Philibert Delorme, on distingue clairement les emblèmes royaux qui ont été bûchés à la Révolution. Vous devinez la couronne ici, et probablement le H et les deux C de Catherine de Médicis en dessous. Autre élément peut-être encore plus passionnant, dans les frises de l'aile nord, nous avons aujourd'hui des éléments un peu bizarres qui alternent avec l'emblématique de Louis XIV et ses soleils. Nous avons des niveaux avec des feuilles de chêne, nous avons également des foudres. Et en fait, nous savons, et lorsqu'on regarde les choses de plus près, on constate que ces éléments sont assez bizarres aujourd'hui. On a l'impression de plusieurs matériaux qui se mélangent les uns avec les autres. C'est très visible en bas. Vous voyez, il y a des lignes qui paraissent différentes des autres. En réalité, tout cela a une explication, c'est que durant la Révolution française, lorsque le palais des Tuileries est devenu le siège de la Révolution, on a entrepris de masquer l'ensemble des éléments qui relevaient de l'emblématique royale. Et donc on a recouvert, on a en partie bûché les monogrammes des rois, et on les a
complétée par des éléments en ciment qui renvoient à une emblématique républicaine. Et cela, nous le savons, parce que un des architectes qui a étudié le palais avant sa démolition avait déjà constaté ce phénomène. Donc il avait fait ce relevé, vous voyez, de l'emblème républicain et de l'emblème royal tel qu'il devait être en dessous. Nous avons ici un témoignage assez exceptionnel de ces conversions symboliques qui ont existé sur les façades des Tuileries et qui sont assez miraculeusement préservées. Finalement, ces adjonctions, modifications ont voyagé de Paris à Ajaccio, d'Ajaccio à la Punte, et aujourd'hui sont toujours en place en dépit des aléas du temps. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la question des intérieurs. Alors Pierre-Antoine Gattier vous fera une vraie présentation de la distribution de ce château, de l'organisation. Je voudrais juste une fois de plus parler de ce rapport à l'histoire dans les intérieurs du château des Tuileries, du château de la Punte, pardon, exclusivement à partir des grandes salles du rez-de-chaussée. En effet, les Pozzo di Borg ont voulu que le parcours dans les salles du rez-de-chaussée soit aussi une sorte de déambulation dans les périodes de l'histoire. Et au fond, chaque période de l'histoire est convoquée dans une salle précise pour, en quelque sorte, répondre à un besoin. Alors, nous entrons dans un vestibule ici qui est aussi le vestibule du grand escalier. Et ici, nous entrons dans la fin du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, probablement la période Louis XV, enfin plutôt Louis XVI, je devrais dire même, avec ce grand escalier qui donc est collé sur les murs et avec en partie haute des tableaux qui ne sont plus visibles aujourd'hui mais qui sont actuellement protégés. Et donc tout cela renvoie à une esthétique qui est celle du grand palais ou du grand hôtel parisien de la fin du XVIIIe siècle. Donc le XVIIIe siècle pour le grand vestibule minéral et pour le grand escalier. Pour le petit salon, on recourt à une autre période. Cette fois, c'est la période de Louis XV qui paraît la plus adaptée pour ce lieu, avec un décor tout à fait remarquable, rocaille, en très grand contraste d'ailleurs avec l'autre XVIIIe siècle de l'escalier. Ensuite, si on se déplace dans la bibliothèque, eh bien, nous sommes cette fois durant la période de l'Empire. Donc vraiment, une période, une pièce, et probablement l'idée que chaque période répond particulièrement à un des usages en rapport avec ces pièces. Mais ce sur quoi je voudrais insister surtout pour terminer, c'est la question du grand salon qui pose une fois de plus la question du rapport avec l'histoire. Ce grand salon, vous le voyez dans son état actuel et tel qu'il était lorsqu'il était occupé par la famille Pozzo di Borg. Il est marqué par donc des éléments très importants, la grande cheminée, le grand plafond à caissons et un décor de grandes portes et de lambris avec des décors de mauresques peintes à l'or et appliqués sur les boiseries. Alors, la cheminée, tout d'abord, est une fois de plus une création recomposition. L'essentiel de cette cheminée fait une fois de plus le lien avec le Louvre où nous nous trouvons, mais cette fois avec les collections du palais, puisque la cheminée est une copie, à une échelle d'ailleurs agrandie, je pense que Pierre-Antoine Gattier vous l'expliquera tout à l'heure, d'une cheminée qui est conservée dans les collections du département des sculptures aujourd'hui et qui provient du château de Villeroy. Donc une cheminée de la Renaissance qui est copiée. Mais vous voyez que la copie n'est pas parfaite, notamment, outre la question des proportions, parce que le cadre ici n'est pas le même. Et le médaillon au centre est également tout à fait différent. Une fois de plus, dans cette cheminée, les Pozzo di Borg vont intégrer des éléments d'architecture et des éléments de sculpture qui sont authentiques et qui, cette fois, viennent d'ailleurs, puisque le cadre, il y a un contraste qu'on constate assez clairement entre le bas du cadre, qui paraît plus gris, plus sombre, et le haut. En fait, le haut est une création qui a été faite avec le reste de la cheminée, et le bas est un morceau ancien authentique, morceau ancien qui provient en réalité du château d'Écouen. Et aujourd'hui encore, le haut du cadre, qui va avec le bas du cadre de la Punte, est conservé au château. Donc,
visiblement, les Pozzo-di-Borg ne se sont pas contentés d'acheter des fragments des Tuileries, ils avaient un vaste réseau d'acquisition de fragments anciens qu'ils ont remontés dans le Grand Salon. Je dois dire que je n'ai toujours pas trouvé l'origine de l'élément ovale central, mais qui, de toute évidence, est lui aussi une acquisition d'un élément ancien. Autre point, donc, il y a la création d'éléments à la manière d'eux, et en particulier pour les lambris avec les décors donc de moresque dorée, et pour les lambris bas du Grand Salon que vous voyez là. Sur ces deux éléments, une fois de plus, c'est le château d'Écouen qui sert de modèle, puisque nous avons ce système de moresque sur fond d'or qui était remonté dans les portes du château. Aujourd'hui, ces éléments sont déposés et exposés à nouveau dans le musée, mais en tant que tels. Mais ils étaient en situation et ils ont visiblement servi de modèle à l'architecte. Nous en avons d'ailleurs une preuve parfaite, puisque le lambris, ici, du château de la Punt, est copié sur un fragment de lambris d'Écouen, dont on a le relevé dans les archives privées de la famille Pozzo-di-Borg. Dernier point, pour le plafond à caisson, nous sommes cette fois sur un autre modèle qui est celui du château de la Palisse, dans le département de l'Allier. Donc on a une véritable recomposition à partir de plusieurs modèles qu'on estime extrêmement emblématiques de la Renaissance et d'éléments authentiquement Renaissance qui sont injectés dans cette création du XIXe siècle. Alors, il faudrait sans doute aller plus loin sur cette question, notamment à partir du sujet du mobilier, et essayer de comprendre comment ce mobilier authentique pouvait être également signifiant et porteur de valeurs et de messages pour la famille Pozzo-di-Borg, qui est une thématique qui a été développée par M. Guy de Compiègne et que vous pouvez lire dans le bulletin de la Société des Amis. Dernier point, il faut également s'interroger sur ce processus créatif qui a été assez long, puisque vous voyez qu'au départ, il n'était pas du tout prévu de faire le décor que nous avons vu finalement pour le Grand Salon. Donc il y a là une volonté, une réflexion très forte de la famille, et l'architecte retravaille à plusieurs reprises sa copie pour s'approcher visiblement d'un certain nombre de grands modèles. Et le contraste entre la première image, sans doute assez indécise du point de vue des références historiques, et ce qui est produit à l'arrivée, est de ce point de vue tout à fait signifiant. Donc au fond, bien au-delà des Tuileries, il y a beaucoup de choses à observer dans ce château de la Punt, qui est vraiment un lieu, je pense, privilégié pour s'interroger sur le rapport que des hommes de la fin du XIXe siècle pouvaient avoir avec l'histoire qui les avait précédés, avec les références, l'usage sur ces références. Pour conclure en forme d'ouverture, cette approche donc, nous éloigne certes de notre palais des Tuileries, mais nous amène à d'autres questionnements. Tout d'abord, des questionnements plus généraux sur les édifices démontés, remontés, transformés. Et il faut dire que la famille Pozzo-di-Borg, je pense, a occupé une place de premier plan à la fin du XIXe siècle dans ce jeu de récupération-recréation, puisque un autre très important château de la famille, le château de Dangu dans l'Eure, est lui-même issu d'un processus analogue, puisque vous avez ici l'édifice démonté d'un château qui se trouvait à Saint-Cloud et qui a été détruit lors de la guerre de 1870, et ces fragments ont servi de base à la recréation du château de Dangu par la famille à peu près dans les mêmes années que le château de la Punt. Et puis, il y a une deuxième question qui est celle de cette présence du mobilier, sur laquelle je crois il y a encore beaucoup à dire. Dans les archives, là encore, de la famille, et je ne peux que remercier très généreusement la famille Pozzo-di-Borg de m'avoir permis l'accès à ces archives sans lesquelles j'aurais pas du tout compris tout ce que j'ai pu vous expliquer là. Et donc, dans ces archives, il y a des dessins qu'on ne comprend pas très bien, assez maladroits, qui visiblement proviennent d'une maison qui réalise du mobilier à la manière du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Et donc, on a des pistes nouvelles ici à explorer sur cette question de l'aménagement intérieur, sur lequel je pense qu'il y a beaucoup à comprendre, et sur comment on crée un intérieur historiciste à la fin du XIXe siècle. Donc, au fond, ce château de la Punt, au-delà des Tuileries, au-delà peut-être de son contexte immédiat en Corse, me paraît un lieu extrêmement emblématique pour comprendre des aspects fondamentaux de l'architecture du XIXe siècle, et cela explique, je crois, qu'on y accorde vraiment toute notre attention. Je vous remercie beaucoup.